Bonjour à tous. Je vais vous faire ce cours virtuel sur le ligament croisé antérieur, et surtout sur la vision technique des reconstructions du LCA. J'espère que ça vous satisfera et que vous me poserez des questions sur la plateforme euh, dédiée du Classroom qu'on a créée pour l'occasion. Alors, pour faire quelques mots d'intro, le LCA est inséré au niveau du fémur sur la face axiale du condyle externe et au niveau du tibia sur ce qu'on appelle la surface pré-spinale, donc la surface qui est en avant de l'épine tibiale. Son rôle est bien sûr un frein à la translation tibiale antérieure. Euh, et à ce titre, il empêche donc la subluxation du tibia vers l'avant. C'est son rôle de frein primaire. Il est renforcé par cela par des éléments secondaires dont on va parler juste après. En France, ça concerne à peu près 50 000 cas par an. En tout cas, c'est le nombre de ligamentoplasties qui sont pratiqués chaque année en France. Et donc, l'incidence est à peu près de 1 pour 3 500 habitants et par an. Aux États-Unis, il y en a bien sûr un peu plus à mettre en relation avec le nombre d'habitants. 200 000 ruptures du LCA. Et ça concerne donc la sixième intervention en orthopédie traumatologie qui sera réalisée aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va avoir quand on va avoir une rupture du LCA? A priori, c'est la symptomatologie la plus classique. Un tiroir antérieur, alors là, il est très marqué, hein, ce n'est pas toujours comme ça, qui sera testé, comme on va le voir, plutôt entre 0 et 20 degrés d'extension, donc en extension complète. Euh, Potentiellement, dans à peu près un quart des cas, une instabilité rotatoire avec une subluxation en rotation. Le tibia part un peu plus en rotation interne que ce qui devrait. Et avec le test dit de jerk test ou le pivot shift test, on vient rappeler le tibia en rotation externe par la mise en contrainte de l'appareil extenseur qui vient faire tourner le tibia en rotation externe alors qu'on le contraint en valgus et rotation interne. Euh, Comment ça va? Qui va se faire une rupture du croisé? Surtout des patients qui vont faire des sports pivots, avec des sports pivots plutôt contact, 85%. À Marseille, on a pas mal d'accidents de la voie publique qui sont générateurs de LCA et des accidents du travail, bien sûr. Quelles sont les structures qui peuvent être endommagées? Je pense que c'est un des éléments clés. Là, je vous ai dessiné un tibia vu d'au-dessus avec les deux épines qui sont là, médiale et latérale. Vous voyez qu'à la partie antérieure du genou, on a finalement deux grandes structures, l'insertion distale des ischio-jambiers médial et l'insertion de ce qu'on appelle le complexe antérolatéral. Euh, le LCA est donc en avant des épines sur ce qu'on appelle la surface pré-spinale et le LCP en arrière des épines, ce qu'on appelle la surface rétrospinale. Ligament collatéral médial est inséré sur le tibia à la partie la plus médiale. Donc, il y a deux faisceaux, un faisceau superficiel qui va couvrir quasiment l'intégralité de la corticale médiale du tibia, un faisceau profond qui va s'intégrer dans le point d'angle postéro-interne dont on va parler. Le LCL, lui, est inséré sur la tête de la fibula, donc un peu plus postérieur et un peu plus extérieur à l'articulation également. Le complexe antérolatéral dont je vous ai parlé, il comprend le ligament antérolatéral et la mandelette iliotibiale, le fascia lata, qui vont s'attacher en avant sur la tubérosité de Giardi et pour ce qui est du ligament antérolatéral, entre la tubérosité de Giardi et la tête de la fibula. Ce sont des éléments qui vont contraindre le tibia pour l'empêcher de partir en rotation interne et qui sont impliqués dans la création, qui sont impliqués dans le ressort rotatoire. Deux points d'angle, un interne, un externe. Au niveau du point d'angle interne, on va retrouver la partie profonde du ligament collatéral médial qu'on appelle le posterior oblique ligament, les expansions aponébrotiques de sillon membraneux, le jumeau médial, la coque condylienne interne et la corne postérieure du ménisque interne. Son pendant latéral, c'est le muscle poplité, le biceps fémoral, le gastrocnémien latéral, la coque condylienne externe et la corne postérieure du ménisque externe. Autant le LCA va jouer un rôle de frein primaire pour empêcher la translation tibiale antérieure, autant quand il est défaillant, ça va être les points d'angle qui vont venir faire le tampon et qui vont servir de véritables freins à main, ce qui explique que dans les grosses entorses du genou, vous allez souvent avoir des atteintes et soit des cornes postérieures des ménisques, soit des atteintes plus complexes des points d'angle qu'il faudra bien sûr dépister et réparer. Le mécanisme de rupture du LCA, ça va être un pivot appuyé à faible énergie et vers la forte énergie, donc faible énergie plutôt sportif sans contact, vers des AVP à haute cinétique type moto. Au début, vous allez avoir une atteinte du pivot central. Si l'énergie continue à s'imprégner, vous allez avoir des atteintes du compartiment latéral et des points d'angle.
vers des atteintes des deux pivots des éléments du pivot central, d'un des éléments collatéraux et des points d'angle, vers enfin une luxation de genou qui sera le stade ultime de l'entorse grave du genou avec une atteinte de tous les plans centraux, latéraux et des deux points d'angle. L'examen clinique du LCA est assez simple. Finalement, on va chercher deux choses, une laxité et une instabilité. Alors, la laxité, c'est ce qu'on dépiste avec les tests de tiroir, avec les différents types d'arrêts dont on va parler après. Et l'instabilité, c'est ce qui se manifeste à l'examen clinique par ce qu'on appelle le ressort rotatoire. C'est ce qui est ressenti par le patient. Les patients ne se plaignent pas de laxité, ils se plaignent plutôt d'instabilité, qu'elle soit antérieure au rotatoire, des genoux qui lâchent, des genoux qui ne suivent pas, des genoux qui claquent. Et c'est ça la manifestation clinique qui nous intéresse vraiment, c'est ceux pour qui il faut sans doute imaginer des interventions chirurgicales assez urgentes. Là, vous avez un test de tiroir à 90 degrés qui est réalisé par le professeur Néré, une vidéo que j'aime bien de Lyon, que je ressors souvent. Et vous voyez que là, vous avez un tiroir antérieur assez majeur. Pour avoir un tiroir antérieur aussi marqué, le plus souvent, vous avez une atteinte des points d'angle qui soient médiaux ou latéraux, avec soit la corde méniscale qui a sauté, soit des insertions capsulo-synoviales type ramplésion en interne, racine postérolatérale en externe, et des atteintes des autres éléments. Là, vous allez avoir un tiroir qui va être un peu différent. Donc, comme vous l'a montré la flèche, il y a un avalement de la tubérosité tibiale antérieure, ce qui souligne une subluxation postérieure du tibia en spontané. On va revenir. Pardon. Donc, tac, tac. Et là, vous avez donc un avalement de la tubérosité tibiale antérieure que vous avez sur ces images-là. Et là, ce n'est pas un tiroir antérieur. Enfin, vous avez un tiroir antérieur, mais ce n'est pas une rupture du croisé qui est dépistée. C'est une normalisation de la position du tibia et une rupture du ligament croisé postérieur avec un tiroir postérieur à 90 degrés de flexion. Autres éléments que vous pouvez retrouver lors de votre examen clinique, là, vous allez avoir un vrai, je vais faire une petite pause, un vrai Lachman. Donc, le Lachman se fait entre 0 et 20 degrés de flexion. Il y a des gens qui le potentialisent en mettant le genou dans le creux poplité, votre genou dans le creux poplité. Ça va tout de suite mettre le genou autour de 40 degrés de flexion, donc vous allez avoir des laxités un peu plus importantes, puisque le LCA est tendu surtout proche de l'extension et assez détendu en flexion. Là, vous allez avoir un arrêt dur d'abord, avec l'opérateur, le professeur Néré, va tirer sur le genou, et il y a un arrêt dur, le genou ne se dérobe pas du tout. Après, vous allez avoir un type d'arrêt qui est un arrêt mou, donc là, arrêt dur, encore une fois, il y a une toute petite laxité de l'ordre de 3 à 4 mm, et là, vous avez un arrêt mou, donc vous avez le tibia qui se subluxe énormément en avant, avec une mise en tension tardive du point d'angle qui vient finalement arrêter mollement le genou, d'où ce nom d'arrêt mou. C'est les freins secondaires qui vont se mettre en tension secondairement. Le ROXO, le pivot shift, donc là vous avez l'opérateur qui crée un valgus, rotation interne dans le pied, et vous voyez cette rotule qui vient sauter parce qu'elle est attirée par la mise en flexion de l'appareil extenseur qui va venir remettre le tibia, rechausser le tibia sous le fémur dans un craquement, un claquement qui est assez audible. Ça manifeste essentiellement les atteintes soit du complexe antérolatéral, soit d'un des points d'angle qui autorise finalement cette rotation du tibia sous le fémur. Le cas nosologique du LCA sera toujours le même. Vous allez avoir un flessum, des épisodes potentiellement d'instabilité qui sont décrits, une douleur hypothétiquement, un épanchement et une laxité. La laxité antérieure, elle sera d'autant plus visible que c'est tardif. En aigu, la contraction réflexe des ischio-jambiers et la sidération du quadriceps va limiter ce tiroir antérieur. Donc, vous aurez des gens qui seront douloureux à moindre examen. Mais dès que le genou va devenir à nouveau examinable, vous aurez cette laxité qui sera ressentie avec ce test de Lachman. Le Rosso, vous le retrouvez dans un quart des cas, et vous pouvez avoir des éléments radiologiques au IRM, type fracture de second. Vous avez, on va la passer un peu moins vite, vous avez là une entorse du ligament croisé antérieur. Donc, premier signe qu'on peut voir, c'est ce bone bruise postéro-latéral. Il va avoir une image en miroir quelque part sur le fémur. On va aller chercher tout de suite. Qui est le témoin finalement de l'impact qui s'est produit. Là, elle est là. De l'impact, là vous avez le fémur qui a une forme qui est plus ronde, de l'impact qui s'est produit entre ces deux structures lors du traumatisme. Le fémur est venu taper sur le tibia. Ensuite, on continue le voyage. Le ménisque externe est pas mal. Et là, vous avez une rupture du croisé avec une rupture haute sur le fémur qui avec une désinsertion fémorale du LCA. Le LCP est assez tendu finalement. Il se verticalise très vite à la phase chronique de l'instabilité. Quand le LCP est vertical, ça veut juste dire que le tibia se subluxe en avant, donc c'est un signe indirect de rupture du croisé.
Et après, vous pouvez regarder votre ménisque. Là, vous avez une lésion méniscale de la corne postérieure, qui n'est pas une rampe lésion, qui est vraiment une lésion du corps méniscal, mais qui devrait être réparée idéalement de la même façon qu'une suture mixte au crochet et probablement all inside avec un système de fixation par encre. Quelques rappels anatomiques vus de dessus, on en a parlé. Vous voyez, le LCA va être en contact finalement avec la racine antérieure du ménisque latéral et la racine postérieure du ménisque latéral. Tout ça est assez proche finalement. Le LCA fait le pont entre ces deux structures. Rappelez-vous que les ménisques sont solidement attachés au fémur. Monofaisceau, bifaisceau, je pense que c'est une vision qui a été assez bien résolue par la littérature récente. On a souvent dit qu'il y avait deux faisceaux au ligament croisé antérieur, un faisceau comme c'est en bas, là, antéromédial et un faisceau postérolatéral. Finalement, ce qu'on voit, c'est un ruban qui est tourné sur lui-même avec une insertion unique au tibia qui vient twister, s'enrouler et créer un aspect un peu de deux faisceaux. Mais si on détord le tibia ou qu'on déroule le fémur, vous allez voir qu'on ne verra plus qu'un seul faisceau. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que ce sont des artifices de dissection ou de vision. C'est une nomenclature qui reste radiologique, mais qui est peu clinique. Il y a des ruptures du LCA et des ruptures partielles du LCA, mais il n'y a pas de rupture mono ou bifaisceau. C'est quelque chose qui n'est pas soutenu par la littérature récente. Vous voyez que là, vous avez quelques dissections du LCA. On a un seul faisceau qui est plat, comme on voit en bas. Et en fait, si on tourne le fémur, qu'on le fait coulisser au-dessus du tibia, vous allez avoir l'impression d'avoir des faisceaux qui se créent juste parce que vous enroulez comme un torchon que vous essorez, ou un masque de confinement que vous essorez. En le regardant comme ça, vous avez l'impression qu'il y a deux faisceaux, un blanc, un bleu, alors qu'en fait, c'est les deux faces du même masque que vous avez enroulé sur lui-même. Et vous avez l'impression qu'il y a plusieurs faisceaux. Donc, c'est vraiment l'aspect ruban qui est retenu et pour le LCA et pour le LCP. L'insertion fémorale, un petit mot quand même, c'est important. Vous voyez que là, vous avez un genou qui est en flexion. Elle va être très postérieure et très basse. Mais dès que vous allez avoir un genou en extension, elle va monter en fait et devenir assez supérieure et postérieure. Donc, il faut bien imaginer que quand on opère un genou en flexion, il faut mettre le tunnel assez bas dans le cadran. Vous imaginez, il faut mettre le tunnel assez bas en flexion ici pour qu'une fois que le genou sera en extension, votre LCA soit tendu avec une greffe qui n'est pas trop verticale, qui est une greffe qui n'est pas trop verticale en flexion et qui devient assez verticale en extension. Encore des exemples de LCA monofaisceau, on avait pas mal travaillé sur le sujet. Et là, encore une fois, j'aime bien cette image-là de fémur. Vous voyez qu'en flexion, on est très bas et très postérieur, quand en extension, le ligament va se tendre et va remonter à la partie postérieure et supérieure de votre genou. Un seul faisceau, donc pas la peine de trop réfléchir. Encore une fois, vous avez une belle image qui vous montre la proximité du LCA avec la racine antérieure du ménisque latéral et la racine postérieure du ménisque latéral. C'est une zone très contrainte, ce qui explique les ruptures de racine postéro-latérale associées au croisé, quand la racine postéro-médiale du ménisque est assez loin finalement de cette zone-là. Encore une fois, quelques mots sur le fémur pour vraiment avoir les idées en tête. Là, vous avez des genoux en flexion. Vous voyez que quand on va opérer un LCA, le LCA doit s'insérer le plus postérieur possible dans cette zone-là, dans cette safe zone-là, donc postérieur et bas, pour finalement être postérieur et haut une fois que le genou sera passé en extension. Donc on oublie ces deux faisceaux, c'est déjà une chose qui est réglée. Les erreurs techniques à ne pas faire, vous voyez que mine de rien, le LCA, c'est une science qui est assez exacte sur le positionnement des tunnels. Idéalement, quand on a une image en extension, comme ici, votre tunnel doit être positionné quelque part ici. Donc, une vis aussi antérieure ne peut pas donner un LCA fonctionnel, d'autant plus que vous allez avoir un virage qui est très court. Là, vous avez un exemple de LCA fait un peu dans le désordre. Donc, vous voyez que le chirurgien a fait un virage vers le médial. Donc, vous avez un LCA médio-médial c'est bien dans le condyle externe qu'il faut aller quand on fait une reconstruction du LCA antérieur comme ça. Pas la peine d'essayer de viser, d'inventer l'anatomie et d'essayer de viser le condyle interne. Là, vous avez également un exemple de tunnel assez antérieur. Alors, pourquoi les gens font beaucoup de tunnels assez antérieurs? Là, vous avez un exemple que j'aime bien. Là, vous avez, je vais le mettre en pause. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un tunnel très vertical, quasiment dans la trochlée et très antérieur. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est des tunnels qui sont faits à l'ancienne par ce qu'on appelle des visées transtibiales. Et les visées transtibiales, ça donne quoi? C'est ça. Finalement, vous faites votre tunnel tibial et vous tirez à travers le tibia, comme ça, à travers le fémur. Et vous avez un tunnel qui va être donc très, très central, très à midi, et surtout très antérieur parce que vous n'avez pas accès à cette zone-là à travers votre tunnel tibial.
Il y a plein de stratégies qui existent pour faire les visées fémorales, on va en parler, mais il y en a deux que vous verrez passer. Le out-in, qui est une spécialité assez francophone, pas française, mais francophone. Donc, on utilise un viseur qui permet de tirer de l'extérieur à l'intérieur. Après, on peut utiliser un flip cutter pour avoir des tunnels partiels quand même, c'est-à-dire une mèche qui va se rétracter en remontant. Ça dépend beaucoup du style de fixation que vous utilisez. Moi, je fais que des visées in-out et j'ai fait énormément de visées out-in au début de mon apprentissage. Je trouve que le in-out, c'est assez agréable. À moins d'être très enclin à faire des greffes uniques pour faire le LCA et ligament antérolatéral, vous n'avez pas besoin d'avoir un tunnel fémoral qui sort du genou, qui sort à l'extérieur de la corticale externe. Si distal que ça, vous pouvez faire des visées qui vont être un peu plus hautes dans la métaphyse sans problème particulier. À quoi ça ressemble de préparer un tunnel fémoral? Vous voyez, là, vous avez le LCP. Là, j'ai un palpeur. L'idée, c'est d'aller vraiment assez loin en arrière, d'essayer d'être le plus postérieur possible. Donc, il faut prendre le temps de nettoyer vraiment cette échancrure, d'enlever toutes ces fibrasses qui vont vous gêner. Là, vous avez le LCP qui est là en haut. Là, je vous montre l'insertion tibiale. Vous avez la racine antérolatérale qui est ici. L'épine antéromédiale qui est là. L'idée, c'est de tomber à peu près entre les deux, sur cette petite zone saignante là, et de faire sortir son tunnel, pas trop antérieur, il faut se méfier. Des fois, on a des surprises d'avoir des tunnels très antérieurs sur le tibia, surtout quand on n'enlève pas les fibres restantes. Et après, d'aller mettre son tunnel. Donc, ça, c'est le LCP que je vous montre aimablement avec mon palpeur. Donc, encore une fois, faire un tunnel qui va sortir assez postérieur entre la racine antérolatérale et l'épine tibiale. Vous voyez, vous allez réussir. Ça, c'est une visée out-in. Là, je retourne dans mon genou et vous voyez qu'on va être vraiment très postérieur pour aller voir cette visée. Moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est de switcher mes voies pour regarder par la voie médiale où est mon tunnel. Là, j'avive un petit peu le pied du LCA pour faire sortir mon deuxième tunnel. Donc là, je prends mon viseur tibial, je vais le mettre, je touche mon épine, je touche et je viens faire sortir ma broche vraiment assez dans ce petit carrefour. J'aime bien voir ma broche toucher le LCP au bout. Ça veut dire que j'ai une visée qui est assez tangente, pas trop verticale. Et là, je suis dans mon tunnel fémoral, comme vous pouvez le voir, avec un tunnel qui est assez joli. Qu'est-ce que ça donne en vision un peu plus claire? Là, vous voyez, je suis en train d'aviver, encore une fois, on est de l'autre côté, là, c'est un genou gauche. Là, je suis en train d'aviver, mon tunnel est là. Là, c'est la partie postérieure du genou, au fond, là. Donc, il ne faut pas trop aller par là-bas. Enfin, c'est pas la peine d'aller si loin. Et mon tunnel est là, donc assez bas, quasiment à 9 heures, et assez long, enfin, pas trop, assez postérieur et assez bas pour quand je vais passer en flexion, que mon condyle va rouler vers l'arrière, que cette zone-là se retrouvera ici, donc assez supérieure. Les tunnels, finalement, le tibial fémoral doit être le plus postérieur possible, entre 9 et midi, mais assez bas pour avoir encore une fois une stabilité en extension quand votre LCA va remonter. Et enfin, le tunnel fémoral, il ne faut pas le faire trop horizontal. Il commence à avoir des séries qui disent que les tunnels en angle droit, c'est-à-dire le tibial fémur comme ça, c'est pas très bon pour la greffe. Encore une fois, si je voulais vous montrer cette magnifique radio, le tunnel idéal, il se situe quelque part par là, donc dans une zone avec un angle autour de 120 degrés. Et il faut qu'il soit assez postérieur. Donc, feu rouge, feu orange, feu vert. Sur vos images, il faut quand même que le tunnel soit assez bas. Plus vous abaissez votre tunnel, plus vous avez le risque de vous faire l'épicondyle latéral. Et en plus de ça, vous allez avoir un killer turn dans la greffe qui n'est pas très bon pour les suites pour le malade. Au niveau du tunnel tibial, attention à ne pas être trop antérieur. Si vous avez un doute, passez votre pouce sur la corticale antérieure du tibia pour voir entre votre broche et le sommet du tibia combien vous avez. Si vous n'avez pas 2 cm, vous risquez d'avoir des tunnels qui vont faire des effractions corticales antérieures sans avoir la possibilité de fixer votre greffe à l'intérieur. La visée se fait entre 45 et 65 degrés. Si vous gardez le pied du LCA, ce qui est une bonne chose pour la suite et pour la religamentisation de votre greffe, il faut se méfier de bien être assez postérieur. On se fait souvent piéger par l'abondance de pieds et on fait des tunnels très antérieurs à cause de ça. Donc, vous voyez, une visée qui va être vers 55 degrés, qui va viser le pied de l'épine, comme on l'a vu sur les images, ni trop horizontal, ni trop vertical pour avoir de quoi fixer et pas avoir un tunnel qui risque d'être compromis par le fait que vous êtes trop antérieur avec une effraction corticale. La meilleure greffe, il n'y en a pas. Ça, c'est la règle numéro 1. Chaque greffe a des avantages et des inconvénients. J'ai piqué cette dia à Étienne Cavignac qu'il avait présenté au début d'arthro du genou à Marseille il y a quelques années.
Chaque greffe a son avantage et son inconvénient. Le KJ, c'est la greffe de référence, c'est la première greffe décrite, c'est la greffe qui est utilisée en reprise, c'est la greffe qui a été utilisée par les pionniers. Cicatrice antérieure sur le genou, intégration os-os, ça ressemble vraiment au LCA en termes de fibres, un peu comme le TQ, on en parlera après, mais ça donne quand même des douleurs antérieures et hypothétiquement des fractures ou des complications liées au prélèvement de l'appareil extenseur. Donc, ce n'est pas idéal. Surtout ces douleurs antérieures et ces raideurs de genoux sur les TKJ sont toujours un petit peu handicapantes. Les gens se plaignent du prélèvement du KJ alors qu'ils se plaignent peu des autres greffes. Fascialata, c'est un peu la greffe de reprise. À Marseille, il y a beaucoup de gens qui font de la reprise au fascialata. Ça fait une belle balafre à la partie latérale du genou. Ça découvre complètement le vaste latéral. Et c'est une greffe qui, mécaniquement, on l'a publié dans KSSTA il y a quelques années, n'est pas la greffe idéale parce que ça repète facilement. C'est idéal parce que si on le laisse pédiculer sur le GRD, on peut faire immédiatement un retour externe associé à sa greffe centrale. Donc, c'est pas mal utilisé pour ça. Après, idéalement, il faut le renforcer soit avec un ischio-jambier. Donc, de là, se dire, on prend le fascia plus un ischio. Pour moi, c'est pas idéal. Soit avec quelque chose de synthétique, ce qui a fait un peu plus de sens. Mais encore une fois, il n'est pas forcément idéal. DIDT, c'est la greffe la plus utilisée en première intention en France, avec, comme on dit, une faible morbidité. Encore que, on a publié récemment dans une étude versus TQ et KJ que ce n'était pas la meilleure greffe. Hein. Ça donnait quand même pas mal d'hypoesthésie et de problèmes cutanés sur le site de prélèvement, d'où des prélèvements postérieurs qui ont été proposés. Mais finalement, ce qu'on retrouvait dans la série, c'est que ce n'était pas tant la cicatrice antérieure qui posait problème, c'est le stripping des petits nerfs saphènes internes qui donnait ces hypoesthésies pas définitives, mais assez handicapantes de la face antéro-médiale du genou. On regarde le site de prélèvement. C'est quelque chose que vous allez stripper après avoir bien sûr nettoyé les deux vinculats du semi-tendineux. Il n'y a pas de vincula sur le gracilis, mais il faut vraiment, on récupère le tendon, on nettoie tout ce qui est attaché autour avant de stripper. Sinon, en passant le stripper en force, on peut glisser sur une vincula qui va attirer le stripper vers le gastrocnémium médial et couper la greffe courte et vous allez avoir un prélèvement de 8 cm, 9 cm au lieu des 18-19 cm que vous aurez habituellement. Une fois qu'on a prélevé nos ischio-jambiers, on les laisse pédiculer, ce qui est la méthode un peu moderne. Soit on va les sortir du genou, les faufiler, les mettre en traction parce que c'est des greffes qui se détendent beaucoup initialement, qui sont des greffes assez élastiques, qui vont se déformer jusqu'à un certain seuil de plasticité qu'il faut aller chercher. Donc vous allez avoir des greffes qui vont malheureusement se détendre assez fort et risquer de compromettre secondairement, si elles ne sont pas bien positionnées, la stabilité du genou. À force d'évolution, on est arrivé sur des greffes dites DT4, donc on n'utilise plus que le semi-tendineux plié en 4 brins. Nous, on en a beaucoup fait avec des systèmes type TLS que vous avez là, avec des vis d'interférence qui, nous, étaient en pic, mais ça ne change pas grand-chose. On a eu beaucoup de reprises parce que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait au moins 1 cm, 1,5 cm qui soit planté dans le fémur et dans le tibia. Si vous n'avez pas ce seuil minimal, vous aurez une intégration du greffon qui sera moins bonne et malheureusement des greffes avec des désinsertions fémorales fréquentes. On en a beaucoup repris de notre série qui est en train d'être réévaluée par les internes pour essayer de voir un petit peu le nombre exact de reprises qu'on a eu sur ces DT4 qu'on a fait en masse à une époque de notre expertise. TQ, moi, c'est ce que je fais de plus en plus et j'en suis assez content. C'était initialement une greffe de reprise et de LCP qui est devenue une greffe de première intention de plus en plus chez les sportifs américains, surtout foot US, rugby en Europe. C'est une greffe qui est rigide, dense, qui ne pose pas de problème de prélèvement. Vous voyez, on peut faire des tout petits prélèvements pour prélever des grosses baguettes et des gros tendons, mais qui a le problème d'affaiblir énormément le quadriceps et de créer des problèmes de fracture de rotule qui existent, dont il faut donc se méfier. Et malheureusement, c'est une greffe un peu exigeante sur le prélèvement avec une courbe d'apprentissage qui n'est pas simple. Allogreffe, en France, peu, aux États-Unis, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se méfient des problèmes de site de prélèvement. Moi, j'en ai repris quelques-uns de greffes d'Américains, de Brésiliens. Ça ne s'intègre pas bien, une allogreffe. Alors, dans des cas dramatiques comme les genoux multiligamentaires, moi, je m'y risque et avec plaisir parce que ça évite de déshabiller l'intégralité du corps humain. Quand c'est une greffe unique type LCA, je ne suis pas certain que ça vaille la chandelle de faire autre chose qu'une autogreffe qui va bien s'intégrer et qui va être stable dans le temps. Le résultat à long terme des allogreffes est un peu plus discutable, surtout si elles ont été irradiées, surtout si elles sont prélevées et préparées sur des donneurs qui ne sont pas des jeunes avec des capacités tendineuses équivalentes aux gens à qui vous les greffez.
Donc, du coup, il n'y a pas de greffe idéale, il n'y a pas de consensus. Moi, je pense qu'il faut juste s'adapter aux patients. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du tendon quadricipital pour les fortes demandes fonctionnelles et je fais du DIDT pour les faibles demandes fonctionnelles parce que le DIDT, c'est une greffe facile et agréable. Le TQ, c'est une greffe un peu plus exigeante. Alors, je la limite aux gens qui sont un peu plus exigeants aussi. Mais chez les gens qui ont une demande fonctionnelle modérée, c'est vrai que les ischio-jambiers, ça fonctionne bien. Après, il faut se méfier également des ischio-jambiers sur certains profils, danseurs, gymnastes, parce qu'ils ont énormément besoin de puissance en flexion, ce qui n'est pas le cas des sportifs pivots, par exemple. La fixation, il y a plein de techniques qui existent. Je ne peux pas vous faire le tour dans un topo comme ça. On va décrire deux grands types, les fixations corticales, les fixations spongieuses. Fixation corticale, c'est tout ce qui est endo-bouton, vis d'interférence fixée sur les corticales externes ou du tibia et du fémur, interne du tibia, externe du fémur. Fixation spongieuse, c'est des fixations qui sont dans le tunnel. Alors moi, j'aime pas trop visser mes transplants, sauf s'il y a une baguette osseuse, en se disant qu'il y aura une consultation os-os. Je préfère utiliser des endoboutons pour les tendons, pour éviter de visser des tendons avec un risque d'arrachement et de nécrose autour des vis qui est quand même non négligeable. Après, tous les systèmes existent. Il y a des gens qui passent des broches transfixiantes. C'est un peu moins utilisé, mais c'était en vogue à un moment. Des fixations autostables, comme les Lyonnais, qui font un tunnel borgne pour le KJ et ils rentrent la baguette en modifiant la taille. La greffe est plus courte que la baguette osseuse, du coup ça s'impacte tout seul dans le fémur ou le tibia, ce qui est pas mal. Encore une fois, faites simple et essayez de. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut avoir plusieurs solutions au cas où il y a un gag. Si vous pétez une vis, d'avoir un endo-bouton, c'est quand même pas mal. Si vous pétez un endo-bouton, c'est bien de pouvoir mettre une vis d'interférence sur les fils. Mais il faut savoir utiliser un peu tout et toutes les greffes pour pouvoir sortir des mauvais pas. Instabilité rotatoire pour finir, parce que c'est à la mode. Finalement, on y attribue deux origines, une origine ligamentaire et une origine donc ligamentaire qui complexe antérolatéral, qui va être traitée par différentes plasties latérales, que ce soit une plastie Christelle Jank, Lemaire, comme on fait nous, ALL, selon Steven Class ou Bertrand Sandré-Côté. Plein de stratégies existent, mais l'idée est simple, vous ne pouvez pas espérer qu'un ligament croisé isolé que vous plantez entre un fémur et un tibia va tenir en rotation, ça va tourner. Donc, du coup, on y adjoint une greffe latérale pour éviter que ça tourne. C'est tout le système. Après, que vous utilisez le face à latéral, l'ALL, que vous le fassiez sous écho ou sous autre, ça ne changera pas grand-chose. Vous aurez des résultats satisfaisants. Ça permet d'améliorer la survie des greffons, ça permet d'améliorer la survie des lésions méniscales que vous réparez. Il ne faut pas oublier que les lésions méniscales sont elles-mêmes pourvoyeuses d'instabilité. Donc, un peu l'œuf ou la poule, on ne sait pas trop. La thèse de Christophe Jacquet dans le service montrait bien que les grands pourvoyeurs d'instabilité, c'était les lésions rampes, les lésions racines, et que si vous faites une tendinose latérale sans réparer ces lésions méniscales, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il y a un peu les deux choses à prendre en considération. Je vous remercie de votre attention. J'ai fini le topo là. Je vous laisse poser des questions sur la classroom et bien sûr, on ouvrira le débat sur les lésions méniscales pour le prochain coup. Merci à tous et bonne fin de journée.